a band of brothers and native to the soil, fighting for the property we gain by honest toil. Après que nous nous sommes attardés longtemps sur la situation intérieure des États-Unis, avec les divisions entre les États du Nord et du Sud, parlons maintenant de la situation internationale des États-Unis, mais également de la situation mondiale. Car il n'y a pas que les États-Unis qui souffrent de divisions, et nous allons le voir très vite. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la situation des États-Unis dans ce monde de 1860. Alors, le pays est vu à l'époque comme une puissance de premier plan qui commence tout juste à s'imposer face à d'autres puissances plus traditionnelles telles l'Angleterre ou la France. Au niveau diplomatique, l'État sert d'intermédiaire diplomatique entre les États américains du continent et les États européens, car depuis la doctrine Monroe, le continent américain est un petit peu vu comme le précaré des États-Unis, qui le défendent et qui valident ou interdisent les relations diplomatiques entre leurs voisins du continent et leurs concurrents européens. Mais les États-Unis ne se contentent pas que de leur continent, car durant toute la durée du XIXe siècle, les États-Unis vont mener différentes expéditions afin de garantir des routes commerciales et économiques, mais également afin de garantir leurs intérêts. Par exemple, en 1847, ils vont créer l'État du Liberia, une idée abolitionniste afin d'y parquer tous les Afro-Américains libérés des plantations du Sud et de l'esclavage. Également, une autre expédition qui, elle, est beaucoup plus connue, c'est celle de l'amiral Matthew Perry, qui, entre 1853 et 1854, va ouvrir le commerce européen au Japon, qui était alors dans une situation d'isolation totale du reste du monde. Au final, les USA sont donc vus à l'international comme une puissance émergente, ayant de nombreux liens avec le monde. Le commerce du coton et les différentes expéditions des USA, et également avec une puissance industrielle florissante et une armée qui n'hésite pas à entreprendre des actions coup de poing pour garantir les intérêts américains, montrent également ses liens avec le monde et également le fait qu'ils ne s'intéressent pas qu'aux affaires de leur continent. Nous sommes bien loin du futur isolationnisme des années 20 et des années 30. De plus, les États-Unis, avec le développement de leur industrie et également la course à l'or dans les mines de Californie, gagnent la réputation de pays à construire et voient donc arriver des millions d'étrangers voulant trouver la fortune au Nouveau Monde. Les États-Unis sont alors vus comme la terre où tout est possible. Intéressons-nous maintenant à la situation du continent américain en cette année 1860, car il n'y a pas que les États-Unis qui sont déstabilisés et en proie au conflit. Tout d'abord, intéressons-nous à la situation intérieure, avec la relation qu'entretient le gouvernement fédéral avec les Amérindiens. Depuis le début de l'indépendance des États-Unis, les Amérindiens ont souvent été persécutés par le gouvernement fédéral, afin de récupérer des terres sur les anciens territoires indiens. Ainsi, au cours du XIXe siècle, on vit nombre de révoltes et de guerres entre les Amérindiens et l'État fédéral, menant finalement en 1830 à l'Indian Removal Act, la loi de déportation de près de 60 000 Indiens à l'ouest du Mississippi, afin de garantir l'accès à de nouveaux territoires, car la place dans les 13 colonies commençait à se faire de plus en plus restreinte. Cela n'arrangea rien aux relations, et les Amérindiens se retrouvèrent extrêmement hostiles à l'État fédéral, qui les avait massacrés et déportés. Ainsi, les propositions du Sud, lors de la guerre de sécession, de plus d'indépendance, et la détestation viscérale
qu'ont les Amérindiens de l'État fédéral, créa une révolte pro-sudiste des Amérindiens contre l'Union durant la guerre, même si elle ne toucha pas tous les peuples, même si nombre se rebellèrent tout de même. Ensuite, un autre État important à étudier, c'est le Mexique, voisin direct des États-Unis, qui est en proie au chaos depuis des années. À l'indépendance, l'État mit du temps à se construire. D'abord, ce fut un empire, une monarchie. Mais en 1833, on vit l'instauration d'une république mexicaine, dirigée par un président qui se nommait Santa Anna, qui le sera de 1833 à 1855. Une longue présidence quasiment dictatoriale. L'état du pays n'a cessé de se dégrader depuis cette époque. De plus, des tensions sont nées entre Mexico et l'État du Texas, voulant soit l'indépendance, soit le rattachement aux États-Unis. Ainsi, de nombreuses révoltes secouèrent la région avec le soutien tacite de Washington, qui finalement intervint et s'empara de la frontière en 1848. Depuis, le pouvoir de Santa Anna fut contesté et ceci a mené à sa chute, remplacé par un pouvoir mené par les libéraux catholiques du président Juárez, un local, un indigène, qui ne parvint pas à stabiliser la situation économique, qui était catastrophique, et ce qui obligea l'État du Mexique à emprunter en masse aux États européens. Alors, en 1861, le voisin direct des USA est menacé d'effondrement et l'état instable du pays attire la convoitise de l'Europe. Seulement, pour le moment, les États-Unis se portent garants de l'État. Mais alors que la guerre civile va commencer, le voisin américain pourra-t-il encore protéger l'État des appétits européens? Rien n'est moins probable. Mais il n'y a pas que le Mexique qui est instable, il y a également l'Amérique du Sud, qui est en feu. En effet, l'Amérique du Sud n'est guère en meilleure position, avec des tensions opposant de nombreux États, et notamment entre l'Uruguay, le Paraguay, l'Empire du Brésil et l'Argentine. Ces tensions éclateront finalement en guerre en 1864, avec la guerre de la Triple Alliance, qui sera l'une des plus sanglantes de tout le continent américain, avec bien sûr la guerre de sécession. Et encore, je n'ai pas parlé des autres conflits mineurs qu'il peut y avoir entre d'autres États d'Amérique du Sud, par exemple entre la Colombie et le Venezuela. En bref, le continent américain s'apprête à subir une période de guerre assez impressionnante et importante dans son histoire. Le grand voisin américain est trop occupé à gérer sa guerre civile pour intervenir et laisse donc une fenêtre d'ouverture aux États européens pour s'immiscer dans les affaires du continent. Et en parlant des États européens, quelles sont leurs situations à l'époque? Et surtout, quelle est leur vision du continent américain? Alors, on a plusieurs États, plusieurs puissances traditionnelles qui vont mener divers rôles durant la guerre civile et qui ont différentes visions et différents intérêts. Tout d'abord, nous avons l'Angleterre et la France. Ces deux États ont d'énormes intérêts aux USA. Tout d'abord, économique. En effet, le Second Empire et le Royaume-Uni, piliers de la révolution industrielle, sont extrêmement dépendants des États-Unis, notamment pour le coton, qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'industrie textile, phare des domaines industriels français et anglais. Ensuite, les intérêts sont territoriaux. L'Angleterre, ayant en sa possession le Canada, est aux frontières des États-Unis et ne veut pas voir trop se développer la puissance américaine, surtout que
l'État anglais a déjà subi plusieurs guerres face aux USA pour le contrôle du Canada. Ensuite, pour ce qui est de la France, qui est à l'époque encore rêveuse en matière coloniale, lorgne sur le Mexique, alors protégé par les États-Unis de tous ses appétits. Et le fait que l'État se trouve bientôt en guerre civile réjouit grandement l'empereur Napoléon III. Alors on peut dire que ces deux puissances européennes ont intérêt à ce que le géant américain sombre dans la guerre civile, afin de l'affaiblir, de s'accaparer des terres et également de garantir le libre commerce du coton et limiter la concurrence des industriels textiles américains. Le second pôle européen qui est intéressant à étudier, c'est celui des puissances neutres. Les autres puissances européennes, telles la Prusse et l'Autriche, qui n'ont pas d'intérêt particulier en Amérique, mais voient d'un mauvais œil la surpuissance de la France et de l'Angleterre, qui deviennent trop puissantes à leur goût, notamment depuis les différentes guerres qu'il y a eu en Europe entre la France, l'Angleterre et la Russie. D'autant plus que, par exemple, l'Autriche voit d'un très mauvais œil la France, qui s'immisce dans les affaires italiennes, tout comme la Prusse, qui voit d'un mauvais œil la France car elle s'immisce dans les affaires allemandes. Bref, ces puissances se méfient grandement de leurs voisins anglais et français. Enfin, il y a la toute-puissante Russie, qui, ayant un pied-à-terre en Amérique avec sa colonie de l'Alaska, peut avoir une grande influence sur la guerre. Humiliée en 1856 lors de la guerre de Crimée par la France et l'Angleterre, et étant en plein grand jeu avec l'Angleterre pour le contrôle de la Perse, de l'Asie centrale et in fine de l'Inde, a donc grand intérêt à gêner les projets britanniques et français en Amérique. Déjà par vengeance, parce que se prendre une défaite dans la gueule, ça fait jamais du bien, et surtout par intérêt territorial et économique, car les Russes aussi voient d'un mauvais œil le Canada. Bref, comme d'habitude, la poudrière européenne va influencer les affaires du continent américain. En conséquence, nous pouvons dire que les puissances européennes auront donc un grand rôle à jouer dans ce conflit. D'abord celui d'opportunistes, voulant gêner les intérêts des uns et des autres dans le grand jeu européen, allant soutenir aussi bien l'Union que la Confédération. Enfin, on a également d'autres puissances voulant s'accaparer des territoires et une zone d'influence dans ce continent ayant quitté leur giron depuis les guerres napoléoniennes. Bref, l'Europe ne compte pas rester impuissante devant la situation. Just called my brother, wheel about and turn about and do just so. Nous devons à présent traiter d'un dernier événement qui est primordial pour comprendre la situation internationale et les intérêts qu'il va y avoir derrière la guerre de sécession, la victoire de l'un ou de l'autre des camps. C'est la révolte des Taiping. En 1851, c'est à cette époque qu'éclate la plus sanglante guerre civile de l'histoire, qui va éclater en Chine, entre l'autoproclamé petit frère de Jésus-Christ en personne, Hong Xiuquan, pardon pour mon mandarin qui est un peu rouillé, et l'Empire Qing. Elle va avoir lieu jusqu'en 1864 et va opposer les deux entités dans la région du fleuve Yangtze. Problème, certes les Européens y interviennent massivement, comme durant la guerre de sécession d'ailleurs, mais
Comme les États du Sud des États-Unis, c'est l'une des 2 plus grandes régions productrices de coton au monde à l'époque. Donc, vous voyez le problème, c'est que on a ces 2 conflits en concomitance qui vont donc faire s'effondrer la production de coton mondiale. D'un côté, on a les terres ravagées du fleuve Yangtze qui ne produisent plus rien, car c'est la guerre, et de l'autre côté, on a le blocus de l'Union qui bloque totalement le commerce de coton vers l'Europe, des États du Sud. Alors cela va mettre en péril l'économie mondiale. Privée de coton, l'industrie et l'économie manquent de s'effondrer. Ces événements auront une grande conséquence sur la volonté des Anglais et des Français d'arrêter la guerre et de ne pas trop soutenir le Sud, voulant revenir à la normale pour le bien de leurs économies. Car encore une fois, je le rappelle, mais dans la révolution industrielle et dans l'industrie de ces 2 nations, le pilier, le type d'industrie principale, c'est l'industrie textile et aucune autre. Alors, voir toute la production textile mondiale s'arrêter d'un coup, c'est la banqueroute assurée, ainsi que la ruine. Bref, on a 2 guerres civiles en même temps qui provoquent une quasi-crise économique mondiale sans précédent et d'une extrême violence. Comme mot de la fin, nous pourrions dire qu'en cette année 1860, le monde s'apprête à vivre une série de guerres qui vont déstabiliser le monde, les régions concernées et surtout l'économie mondiale. Celle-ci, grandement affectée par la révolte des Taiping puis par la guerre de sécession, va obliger les États européens à être plus mesurés dans leurs actions militaires et diplomatiques. Durant la guerre de sécession, voulant un retour à la normale, les Français et les Anglais vont se contenir et éviter d'aller aider trop officiellement la Confédération. De plus, rajoutons les pressions de l'Empire russe, faisant intervenir sa flotte du Pacifique sur la côte ouest et voulant dissuader les autres puissances européennes d'intervenir. Enfin, pour des pays ayant aboli l'esclavage comme l'Angleterre et la France, soutenir un État officiellement esclavagiste donnerait une mauvaise image de leurs gouvernements respectifs. Imaginez si déjà l'économie va mal, donc ce qui veut dire inflation, chômage et toutes ses conséquences. Imaginez en plus aider un État esclavagiste alors que l'on est abolitionniste. C'est la chute des gouvernements respectifs des 2 pays, quasiment assurée. Ces puissances, donc, vont se contenter de soutenir officieusement l'État sécessionniste durant la guerre de sécession. Bref, le monde est en guerre et en feu. Suppose you heard of the Battle of New Orleans. Suppose you heard of the Battle of New Orleans. Suppose you heard the Battle of New Orleans, where old General Jackson gave the British beans. There the Yankee boys do the job so slippery. There the Yankee boys do the job so slippery. There the Yankee boys do the job so slippery. Where they caught Joe Parkenham and rode him up the first.